Et si l'histoire de Matra Sport était une histoire de victoire? Et si l'histoire de Matra Sport était l'aventure exemplaire d'un groupe d'hommes qui a tout simplement redonné à la France sa place dans le sport automobile mondial? En 10 ans de compétition, Matra a obtenu un palmarès éblouissant avec 124 victoires, 3 titres de champion de France Formule 3, 5 titres de champion de France Formule 1 Formule 2, 3 trophées d'Europe de Formule 2, 1 titre de champion du monde des constructeurs et conducteurs de Formule 1, 2 titres de champion du monde des constructeurs de sport prototype et 3 victoires aux 24 heures du Mans. Matra est aujourd'hui le constructeur automobile français le plus titré d'après-guerre. Et cette fantastique épopée ne se serait jamais faite sans l'ambition, la détermination et l'optimisme de Jean-Luc Lagardère et de son équipe d'hommes, animés par la passion, l'ingéniosité et la créativité. C'est cette belle histoire que nous allons vous raconter. Tout a commencé dans le désert industriel français de l'après-guerre. Si l'on utilise encore de vieux junkers allemands pour mener à bien les premières campagnes d'essais de fusées et de sondes météorologiques à Colombéchard et à Maguire, l'ambition de la jeune société Matra est d'être à la pointe des nouvelles technologies. La Matra, Mécanique Aviation Traction, a été fondée en 1945 par Marcel Chassagny. Avant la guerre déjà, Marcel Chassagny fabriquait des fuselages d'avions pour le compte de la Société nationale du Sud-Est. Lorsqu'il fonde Matra, il oriente rapidement ses activités vers les techniques aéronautiques de pointe. C'est ainsi que la Société Générale Mécanique Aviation Traction Matra conçoit des lance-roquettes qui lui donneront une quasi-exclusivité dans ce domaine en France. 6 ans plus tard, Matra emploie déjà 800 personnes, quand l'entreprise passe de l'armement classique aux missiles air-air et sol-air, pour devenir le grand spécialiste des engins air-air autoguidés. En 1957, Sylvain Floirat, bien connu pour ses activités dans le transport routier et aérien, fondateur de la station de radio Europe 1, s'associe à Marcel Chassagny et renforce ainsi la puissance de la société. Certes, le secteur de la défense, soutenu par une intense guerre froide, est prometteur. Mais Matra est animé avant tout d'un esprit de créativité qui s'applique aussi bien à l'étude d'une moto qu'au développement de l'hélicoptère Bambi C-100 de l'ingénieur Cantigno, que plus tard à la fabrication de l'avion Moinet Jupiter 360. En 1961, Matra aborde la recherche spatiale et participe à l'élaboration de satellites français et européens, puis collabore à la fabrication des fusées Ruby et Diamant et rejoint définitivement le club très fermé des industries françaises de haute technologie. Parallèlement, Matra construit par sa filière la Générale d'application plastique à Romorantin du matériel frigorifique, des coques de bateaux en plastique et bientôt les carrosseries des coupés à mécanique Renault, les jets du constructeur René Bonnet. Désireux de se lancer dans la fabrication automobile, Matra rachète René Bonnet en difficulté. Et en 1964 naîtra la société Matra Bonnet, puis Matra Sport. L'élégant coupé jet René Bonnet à moteur central
devient le jet Matra Sport, la première de la belle lignée des automobiles Matra. Jean-Luc Lagardère, ingénieur de Supélec, transfuge de Dassault, nommé directeur général de la société Matra depuis 1963, prend alors en main le destin de Matra Sport. Il ne sait pas encore qu'il commence à écrire le début d'une grande page de l'histoire du sport automobile français. En 1964, ce sur quoi je démarre avec Matra, je le répète, c'est la défense, c'est la haute technologie. Mais la défense, c'est un champ noble mais limité, et qui a une image, la défense c'est quand même un peu la guerre, c'est la guerre froide en 64 et tout. Et je veux développer le groupe avec de la matière grise et créer un réservoir de matière grise important. Et pour cela, je veux que Matra soit un nom qui frappe, un nom qui accepte la compétition, mais qui soit aussi lié justement avec l'esprit de créativité dans la haute technologie. Et la compétition automobile, c'est tout ça. C'est exactement cela. C'est pour ça que, en 64, je me suis dit vraiment, nous allons faire de la compétition, et j'ai placé cette phase d'activité sur un minimum d'une dizaine d'années, avec des ambitions au départ qui étaient, il faut bien le dire, démesurées. Ambition démesurée, car il faut avouer qu'en 1964, le sport automobile français est au plus bas. Seuls Alpine et René Bonnet, avec des moyens artisanaux et des petits budgets, défendaient les couleurs tricolores en Formule 3 et Formule 2 face à l'armada britannique. La naissance d'une monoplace de course française, c'était une fête énorme, parce que en France, à cette époque-là, c'était un désert en ce domaine. Il y avait eu, tout de suite après la guerre, il y avait eu les équipes d'avant-guerre qui avaient continué à produire des voitures de course, notamment Talbot. Talbot avait été relayé par Gordini, qui avait, en association avec Simca, avait aligné des voitures en Grand Prix à partir de 1950, et puis Simca avait laissé tomber Gordini en 1952. Gordini avait essayé de continuer tout seul. Gordini, ça avait été le porte-drapeau du sport automobile français dans les Grands Prix entre 50 et 56. Au début 57, Gordini a été obligé de cesser toute activité en Formule 1, et en sport proto, ils ont dû faire encore Le Mans en 57, mais c'était tout, faute de moyens, et depuis 57, il n'y avait plus rien. Écoutez, Matra Sport à cette époque-là, en dehors des patrons dont on pourrait parler, se résumait, je dirais, physiquement à une toute petite usine qui était à Romorantin déjà, et puis à un garage, boulevard Murat, 147 boulevard Murat, qui faisait office de début de bureau d'études, mais qui en réalité était un garage, au rez-de-chaussée duquel on réparait des René Bonnet, puisqu'on avait repris René Bonnet, et dans le vestiaire des ouvriers à l'étage supérieur se trouvaient les rudiments du bureau d'études. Ce qui pour moi, qui venait d'une société relativement installée, qui s'appelait Simca, paraissait quand même, je dois dire, très modeste. Quand je suis arrivé, il y avait un responsable compétition qui s'appelait Cobet. Il y avait deux garçons, il y avait Hubert, un garçon qui avait dessiné les voitures de René Bonnet et qui a dessiné les premières voitures de course de Matra Automobile. Et puis il y avait, à ma souvenance, deux ou trois ouvriers dont j'ai oublié exactement les noms. Il y avait d'Allongeville, je me rappelle très bien, il y en avait un autre qui s'appelait Pollard. Et alors comme c'était l'hiver, ça devait être en mars 65, il faisait assez froid, on avait un radiateur électrique. Alors on allait périodiquement se chauffer les uns et les autres au radiateur électrique pour pas avoir trop froid. Et le premier hiver qu'on a fait dans le bureau d'études, on rentrait le lundi matin avec 2 degrés. Donc sur un petit radiateur, on avait en permanence une casserole avec du viandox. Et on dessinait effectivement avec des gants, tellement il faisait froid. Le béret, la canadienne et les gants. C'est comme ça que ça a commencé. Avec Paul Carillot, dessinateur-projeteur issu comme lui de René Bonnet, Jacques Hubert va dessiner les premières esquisses de la Formule 3. Mais avant tout, il s'agit de définir l'architecture technique de la voiture. Pour la coque, je savais qu'il fallait impérativement une coque. Le châssis tube était déjà très dépassé. J'avais fait chez Bonnet une coque en polyester, avec l'essence directement dans le polyester.
Mais là, il n'était pas question de faire une coque en polyester, ou de l'acier. Et donc, j'en ai profité pour mettre des cloisons de cloisonnement pour l'essence, mais aussi pour raidir la coque. Mais l'ensemble devait être construit selon un certain ordre. Il fallait enfiler les tubes de chauffage, il fallait les cloisons au fur et à mesure, etc. Naturellement, ça faisait une voiture très rigide. Le concept du châssis monocoque à réservoirs structuraux sera la pierre d'angle de la construction des futurs monoplaces Matra. Et la MS1, bientôt MS5, sera la mère de la Formule 2 MS7 et la grand-mère des Formule 1 MS10, MS11 et MS80. Le moteur est un 4 cylindres Ford de 1000 cm3 préparé soit par Cosworth, soit par Holbay, accouplé à une boîte Eland à 5 rapports. Les suspensions sont conventionnelles, avec à l'arrière l'inévitable triangle inférieur inversé. La finition est remarquable et la qualité de fabrication aviation est exceptionnelle. Reste à trouver les pilotes pour occuper les baquets vides. Matra a repris René Bonnet, et le patron, le gars qui décide chez Matra, c'est M. Jean-Luc Lagardère. Et donc j'ai pris rendez-vous avec lui, et comme je suis arrivé avec mes béquilles, mon bras dans le plâtre, dans un état qui n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait estimer que devait être un corps automobile. Donc l'entrevue a été assez difficile au départ, parce que forcément, Jean-Luc Lagardère pouvait se poser beaucoup de questions sur le fait que je serais ou pas capable de conduire des voitures et de les conduire éventuellement à la victoire. J'avais entendu parler de lui et d'un accident terrible qu'il avait eu circuit de Reims avant 64, sans doute, oui. Et je l'avais pris. Bien entendu, tous les grands spécialistes m'avaient dit, mais vous êtes fou de prendre un garçon qui ne pourra jamais plus conduire, etc., etc. Et puis les autres, il y avait Offenstadt, si je me souviens, qui lui était connu. Jean-Pierre Jossot, puis Pescarolo, qu'on avait pris parce qu'il avait gagné le volant Ford, je crois, quelque chose comme ça. Et comme on n'avait pas assez de voitures, je lui avais dit, vous allez commencer par être le standardiste. Et donc, il décrochait le téléphone, etc. Voilà un peu l'ensemble. Et puis, il y avait une équipe de mécaniciens qui n'étaient pas encore ensemble et qui se sont découverts comme étant l'embryon d'une équipe à ces jours de Monaco. L'équipe de Matra Sport vient de réaliser son premier exploit, car la MS1 dessinée fin février est prête pour ce Grand Prix de Monaco du 29 mai 1965. Quand Louis Chiron abaisse son drapeau à damier, les Matra entament la première course de leur histoire. Confrontée au gratin international de la Formule 3, la numéro 38 d'Eric Offenstadt abandonnera et la numéro 37 de Jean-Pierre Jossot ralliera l'arrivée à la 15e place. Et la première course, c'est Monaco. C'est pas forcément la plus facile. Ça a sollicité beaucoup les voitures, évidemment. Et malheureusement, cette voiture sur laquelle on avait misé beaucoup, à la première course, elle a lâché pour un truc très simple. C'était les joints tripodes, les joints de liaison entre le moteur, la boîte et les roues. Ça avait lâché, plus ou moins. Si bien que, en fait, j'ai terminé la course, tant bien que mal, en tenant le moteur et la boîte avec le levier de vitesse. Alors évidemment, on était assez loin. Petite déception, bien sûr, mais en fait, elle avait quand même terminé dès sa première course. Et ça, c'était déjà pas mal. Pas mal, certes, mais un peu décevant. En fait, les débuts sont modestes et la suite ne sera guère brillante. À La Châtre, où Beltoise fait sa rentrée, les deux Matra cassent encore. À Clermont, Beltoise sort. Jossot coule une bielle, Offenstadt termine seulement 13e. Marcel Chassagny et Jean-Luc Lagardère donnent des signes d'impatience. Reims apparaît comme une course décisive, où le destin de Matra Sport se jouera à quitte ou double. Le circuit champenois est à l'apogée de sa gloire, et les ombres de tous les grands pilotes d'après-guerre et de toutes les voitures de course qui ont fait l'histoire hantent le paddock et la piste. Ce circuit de plus de 8 km, avec ses longues lignes droites et ses tournants baptisés Musso, Annie Bousquet, Muison,
Tilloy, va devenir le théâtre d'une victoire qui a pesé lourd dans l'histoire du sport automobile français. La petite équipe Matra est au complet, avec aux commandes Claude Le Guézec, ancien rallyman, directeur du service compétition depuis le mois de mars. À court d'expérience pour le réglage des voitures, et en particulier des carburateurs Stromberg, Le Guézec fait appel à son ami rallyman Bernard Consten pour trouver les bons réglages. Les essais sont moyens, et la tension, faut-il le préciser, est à son maximum. Très tôt le matin, j'ai convoqué tout le monde, c'était Le Guézec qui était le responsable, etc. Et je leur ai dit, vous n'allez pas déjeuner, personne d'entre vous ne va déjeuner, vous allez travailler jusqu'au dernier moment pour détecter tous les cas de panne possibles sur les 3 voitures. Et ils ont travaillé, etc. Et j'ai dit, et après vous me direz quels sont les cas. Alors c'était un écrou mal serré, c'était, etc., etc. Malgré la volonté fantastique de tous les mécaniciens de bien faire, il y avait une expérience, forcément, puisque c'est des gens qu'on avait pris ici ou là. Et donc, curieusement, j'étais confiant. Mais soyez sûr que si on n'avait pas gagné à Reims, je n'aurais pas arrêté. J'ai laissé planer le doute pour motiver encore davantage les uns et les autres. Jamais j'aurais dû gagner, mais on n'était pas encore dans le coup, donc on avait des trop petits pneus par rapport aux Anglais. Mais à Reims, c'était un avantage. J'ai découvert tout ça en course. Je ne savais pas, je ne savais même pas qu'il y avait des pneus différents. Dans l'équipe, on était vraiment au début. C'est incroyable qu'on ait pu gagner une course comme Reims. On n'avait aucune connaissance. En plus de ça, moi je croyais que j'étais sorti parce que j'allais trop vite au premier tour. Il paraît que j'ai dit à l'époque qu'un autre pilote m'avait tapé, bon, en course on est tapé dans le cul, hein, et il m'avait fait envoyer en tête à queue. Coup de peau, j'ai pas calé. Coup de peau, j'ai pas trop perdu de temps. Coup de peau, je suis reparti et je suis rapidement monté en tête parce qu'avec les phénomènes d'aspiration et mes petits pneus qui me permettaient d'aller plus vite en ligne droite, j'ai fait un record du tour astronomique, je crois 4 secondes plus vite que ce que j'aurais pu faire tout seul grâce aux aspirations. Et donc j'ai gagné la course. Comme le sport touche de très près à la compétition, il était indispensable que l'on vienne à la compétition. Nous l'avons en fait décidé assez tard, en février. En février, nous avons commencé à dessiner cette voiture. Nous l'avons mise au point en très peu de temps. Nous avons commencé à Monaco à se faire entrevoir, et à Reims, la victoire que vous connaissez. Comme je vous l'ai dit, nous voulons absolument nous imposer comme une société fabriquant des voitures de sport de grande série, rivalisant avec toutes les voitures anglaises, et nous voulons également faire avancer la technique de la compétition en France. L'an prochain, la Formule 2 très certainement, et un peu plus tard, la Formule 1. Je dis bien la Formule 1. Lors de cette première interview accordée à l'ORTF, Jean-Luc Lagardère pose ainsi clairement ses ambitions. Et le bilan de la saison 65 allait le conforter dans son sens. Beltoise devenait champion de France de Formule 3 avec 7 victoires. La légende était en marche. Conscient de la jeunesse de son équipe, Jean-Luc Lagardère cherche à développer une collaboration avec une écurie expérimentée. Un petit matin de novembre 1965, 2 monoplaces Matra embarquent discrètement pour l'Angleterre. Scoop, le manager Ken Tyrrell, qui fait courir le jeune espoir Jackie Stewart, va faire subir des tests à des monoplaces françaises. Incredible, c'est une première. On a fait une proposition d'accord. Tyrrell enverrait un moteur Formule 2 BRM chez Matra. Ce moteur serait installé dans un châssis de Formule 3. Et puis, on enverrait la voiture en Angleterre pour faire des essais à Goodwood. Et Stewart l'essayerait. Et s'il trouvait que le châssis était à sa convenance, eh bien, Lagardère ferait fabriquer des châssis Formule 2, puisque ça c'était un châssis F3, des châssis Formule 2, et il serait fourni gratuitement à Tyrrell, qui ferait courir l'équipe Matra Internationale. Quand je suis revenu de mon rendez-vous avec Jean-Luc, j'ai appelé Jackie pour lui dire qu'on allait expédier un moteur en France pour le monter dans une voiture française appelée Matra. Alors il m'a dit,
c'est quoi ça? And I said, Et je lui ai dit, I want you to come and try the car. je veux que tu viennes essayer cette voiture. Il était réellement contrarié. Devons-nous Do we vraiment really perdre want to notre waste temps à our aider cette time voiture fabriquée en France? Going to Je lui ai test répondu, a car which is on doit le faire, made in car France. j'ai promis qu'on le ferait. I said, yes, we do have to, because I've said that I would. I was very skeptical. J'étais vraiment très sceptique quand Ken Tyrrell m'a dit qu'il voulait que je vienne essayer la Matra, dont tout le monde parlait. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'ennuies avec ça? Car nous avons suffisamment à faire pour nous redonner encore du travail. Mais quand j'ai conduit cette voiture, j'ai réalisé que c'était le meilleur châssis que je n'avais jamais eu. C'était incroyable. La voiture répondait avec précision et j'ai alors réalisé qu'elle avait un énorme potentiel. Le châssis transmettait bien les informations au pilote. Il vous parlait et vous pouviez lui parler. Il ne faisait rien par surprise, il était facile à conduire et vous donnait confiance. Et c'est le début d'une collaboration de 4 années fabuleuses, où Jackie va conduire les Matra de Formule 3, Formule 2 et de Formule 1 avec le même bonheur, avec 18 victoires à la clé et un titre de champion du monde. L'équipe Matra se renforce avec l'arrivée de Bernard Boyer, transfuge d'Alpine, qui va intégrer le bureau d'études, d'André Legan, qui prend en charge l'atelier de fabrication et d'assemblage des voitures, et de nombreux mécanos venus de chez Panhard, qui vient d'arrêter la compétition. La charge de travail est énorme pour la saison 1966, car Matra décide de mettre en construction une vingtaine de monoplaces de Formule 3. Elles vont équiper pour la saison 66 l'équipe Matra avec Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Josso, Henri Pescarolo et Johnny Servoz-Gavin. L'équipe Tyrrell avec Jackie Stewart et Jackie Hicks. L'équipe de John Coombs qui fait courir Graham Hill, sans compter les Formule 2 avec Pedro Rodriguez, John Surtees, Hubert Hahn et Ludovico Scarfiotti. Outre les monoplaces, Matra envisage la construction d'un prototype, la 620, pour les 24 heures du Mans. C'est une charge de travail considérable pour une toute jeune équipe de mécaniciens. Le rythme de travail, par exemple, pour la course de Clermont-Ferrand, c'était infernal. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une petite dépression de 3 jours et j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Parce que le rythme, c'était jour et nuit, quoi, quasiment jour et nuit. Au début, j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, je suis tombé chez des fous. Et puis après, je suis devenu comme les autres, je suis devenu fou, quoi. Là, c'était la journée, c'était la nuit. Il fallait préparer la voiture pour telle date. Bon, elle était prête. On démontait la voiture entièrement, on refaisait le moteur, la boîte de vitesse, les moyeux, tout y passait, le freinage. On faisait une voiture neuve à chaque fois. Vous savez qu'il y a des moments où 4 ou 5 voitures sont en cours de montage. Imaginez 11 voitures et 15 voitures, on ne peut pas les faire en même temps. Si on arrive avec 15 voitures, on arrive avec du retard. Toutes les semaines, les voitures se modifient. Toutes les semaines, on ajoute une petite pointe, un petit vol aérodynamique, un petit truc au ressort, un petit truc aux amortisseurs. L'avantage de Matra, c'était de pouvoir, je parle de l'avantage par rapport à Alpine d'où je venais, c'était d'avoir d'un seul coup des moyens de production d'une qualité aviation extrêmement performants en fabrication, mais à condition d'exprimer son besoin à travers un plan qui soit extrêmement précis et bien fait. Car ces gens-là faisaient conforme au plan, si on se trompait sur le plan, ils se trompaient dans la pièce. Ils n'avaient pas d'expérience de l'automobile qui nous aurait permis de rattraper une erreur de plan. En 1966, Jean-Pierre Beltoise donne à Matra son premier succès en Formule 2 au Grand Prix d'Allemagne. Et en Formule 3, les pilotes de la firme enlèvent 15 premières places et Johnny Servoz-Gavin devient champion de France de Formule 3. Les monoplaces bleues brillent sur tous les circuits d'Europe. Pour le grand public, l'équipe Matra, c'est l'équipe de France. Et pour les autorités gouvernementales, l'équipe Matra, c'est aussi l'équipe de France. Le succès de Matra était foudroyant et je me souviens que
dès 1966, c'est-à-dire un an après les débuts de Matra, au centre de l'auto, le général de Gaulle, qui appréciait vraiment les courses automobiles, avait salué Beltoise, qui l'attendait sur le stand de Matra, et lui avait dit « Mais Beltoise, je vous connais bien, Beltoise et Matra, c'est une famille ». Et c'est le départ de la saison 1967. Cette année-là, Matra présente sa toute nouvelle Formule 2 qui prend la désignation de MS7, qui est la suite logique de la MS5. En effet, la réglementation sportive internationale définit de nouvelles règles pour la Formule 2, la cylindrée passant de 1000 à 1600 cm3. Matra opte pour le Ford Cosworth FVA. Le volant de la voiture est confié à Jean-Pierre Beltoise, Johnny Servoz-Gavin, Joe Schlesser, Jackie Stewart et Jackie Hicks. Après une saison somptueuse, Jackie Hicks remporte le Trophée d'Europe de Formule 2. Toujours en 1967, l'équipe Matra de Formule 3 va d'abord remporter les 4 courses de la Temporada en Argentine avec Jean-Pierre Beltoise, puis remporter 21 courses du championnat de France. Henri Pescarolo va livrer un duel fratricide et néanmoins chevaleresque à son coéquipier Jean-Pierre Josso et remporter, avec 9 victoires, le titre de champion de France. L'équipe Matra est accompagnée dans son effort par les voitures privées de l'équipe Cryo Tournesol, conduite par Vidal, Jean-Pierre Jabouille et la monoplace de Jean-Claude Guénard. L'écurie poursuivra son effort en 1968 avec des monoplaces préparées par Richard Belkeshout. En Formule 2, au Grand Prix de Madrid, Jean-Pierre, auteur d'un tête-à-queue monumental, va remporter la course devant Rindt et sa redoutable Brabham BT23C et Jackie Stewart. À la fin de l'année, Jean-Pierre remporte le Trophée d'Europe de Formule 2, devant bien des ténors de la Formule 1. Plus que jamais, la course automobile cultive la joie, l'humour et l'amitié. Même victorieuse, la course coûte cher. On espère sans doute chez Matra que le succès de la 530 permettra de couvrir une partie des frais engendrés par la compétition. Mais on hésite devant la grande inconnue de l'engagement en Formule 1.
Jean-Luc Lagardère connaît le coût de la mise en chantier de cette monoplace 100% française et du V12 3 litres qui doit la motoriser. Et il lui paraît impossible de se lancer seul dans l'aventure. C'est alors que Jean-Luc Lagardère rencontre Jean Prada, directeur général de l'UGD. L'Union Générale de Distribution des Produits Pétroliers, l'UGD, doit rassembler les activités de distribution des filiales du groupe ERAP. De l'Aquitaine au Gabon, en passant par l'Algérie, le Congo et le Canada, le groupe produit 20 millions de tonnes par an. Pour distribuer cette production, l'UGD va lancer quelques mois plus tard une nouvelle marque liée à une nouvelle image. Et donc, ils ont exactement le même objectif que nous. Donner une image jeune, une image de compétition, une image française, une image naissante, dynamique. Et naturellement, nous nous rapprochons, je me rapproche des patrons de l'ERAP et notamment de Jean Prada. Alors, nous étions conscients que la qualité de notre réseau était au fond assez médiocre et surtout qu'elle était extraordinairement disparate. On a donc décidé, au plus haut niveau, celui de M. Guillaumat, qui était le président du groupe, et en liaison avec les autorités gouvernementales, de lancer une marque qui permettrait d'unifier l'ensemble du réseau de distribution. Mais il y avait une deuxième difficulté dont nous étions conscients, c'est que par rapport à nos grands concurrents étrangers, internationaux, ou même par rapport à la Compagnie française des pétroles, notre crédibilité sur le plan technique et scientifique restait à prouver. D'où l'idée d'essayer de mettre à profit le lancement de la marque, que nous avions décidé, et qui a été fait d'ailleurs en avril 67, pour trouver un thème qui puisse sous-tendre notre action promotionnelle, thème qui était essentiellement axé sur la qualité des produits, l'enjeu technique de nos travaux et la compétition internationale. Le rêve de la monoplace 100% française se précise. Mais pour réussir l'opération, le soutien d'Elf, même pour 4 ans, ne suffit pas. Il faut obtenir le soutien du gouvernement qui est prêt à subventionner une écurie de course française. Dans les couloirs ministériels, la lutte est chaude entre Alpine et Matra. Et finalement, Jean-Luc Lagardère obtient du Fonds pour la recherche et le développement scientifique un prêt de 6 millions de francs pour 3 ans. Le prêt est remboursable en cas de succès. Je lui ai dit, écoutez, voilà, c'est très simple. L'aide que je souhaite, c'est pour faire un moteur grâce auquel on s'illustrera en Formule 1 et grâce auquel on gagnera Le Mans dans 5-6 ans. Il m'a dit, je vous crois. Il m'a dit, je vais même plus loin, voyez-vous. Dans 5-6 ans, je serai sans doute un retraité qui s'occupe que de la culture, des lettres, etc. Mais si vous m'invitez, je viendrai au Mans à ce moment-là. L'histoire donc a tenu mieux que ses promesses, puisque après il était président de la République, et en 72, il est effectivement venu à la première grande tentative que nous avions faite. Donc cet ensemble, si vous voulez, qui est dû à Georges Pompidou, la France industrielle a reçu une accélération fantastique par Georges Pompidou lui-même. Les fonds nécessaires une fois réunis, le feu vert est donné pour l'étude et la construction du moteur de Formule 1. Georges Martin, ancien de chez Simca, est engagé comme directeur de la division moteur, des études avancées et de la compétition. Il se met immédiatement au travail. Alors le V12, ça a été extrêmement simple. Je pense que si on m'avait laissé choisir, je serais peut-être encore en train d'essayer de me poser des questions. Faut-il faire un V8, un 12 cylindres ou un 16 cylindres? À l'époque, on avait la possibilité même de faire un 16 cylindres. Et c'est Jean-Luc Lagardère qui m'a dit, il faut faire un V12, il faut qu'il ait le même bruit que le Ferrari. Mais j'ai donné à Martin une autre consigne extrêmement curieuse. Je lui ai dit, je veux que le bruit de l'échappement soit singulier, dans des octaves très élevées, et qu'on le reconnaisse. Je ne pouvais pas attendre ce délai de 3 à 6 mois pour créer une équipe, pour démarrer,
l'étude du moteur. Donc, pour faire la préétude du moteur de Formule 1, j'ai demandé à un bon copain qui travaillait avec moi chez Simca, qui était le responsable du bureau d'études moteur, s'il ne pouvait pas m'aider le samedi, le dimanche, et puis le soir, en rentrant chez lui, à démarrer l'étude d'un moteur de Formule 1. C'est ce qui a été fait. Donc Chariat a accepté, c'était donc Georges Chariat, qui a accepté de démarrer l'étude de ce moteur. Donc on a démarré comme ça, disons en perruque, l'étude ou au moins la préétude du moteur. Et c'est ainsi que Georges Chariat se rendait chaque soir dans ce cabanon au fond de son jardin pour dessiner les plans du V12 Matra. Je me suis mis sur ma planche à dessin dans ma baraque, et puis j'ai fait un V à 60, puis j'ai étoffé, j'avais évalué, je vous dis, à 78-53, je crois, à l'ésage course. Et l'autre personne, M. Minel, il a fait ça en 80-50. Et c'est finalement l'alésage 79,7 par 50 qui a été retenu par Lose, Fortin et Gégère, l'équipe des motoristes de Matra, en collaboration avec l'équipe du moteur moderne. Après 7 mois de gestation, le MS9, avec ses 12 cylindres, ses 48 soupapes et ses 2 arbres à cames, pousse son premier hurlement le 19 décembre 1967. Il développe alors 388 chevaux. Je me rappelle comme si c'était hier, la mise en route de ce moteur V12 au banc d'essai, tout le personnel était devant. Je dirais que les premiers miaulements de ce moteur nous ont tous figés et foutu la chair de poule pendant un grand moment. Puis après, il restait quand même énormément de travail à faire parce que ce moteur, c'était la première fois qu'en France, on construisait un moteur V12 avec des régimes élevés pour l'époque, qui maintenant paraît ridicule, mais qui à l'époque était très très élevé. Et il a fallu qu'on découvre tous les problèmes, et il y en a eu énormément. Pour les 4 mousquetaires de l'équipe Matra Elf, l'objectif, c'est désormais la Formule 1. Déjà, Matra avait engagé des Formule 2 lestées au poids des Formule 1 au Grand Prix des États-Unis, du Mexique, de Jarama et à Monaco en 1967. Pour voir. Pour la saison 1968, Matra décide de jouer sur 2 tableaux en faisant courir conjointement la MS11 avec le moteur V12 et la MS10 avec le moteur V8 Ford Cosworth. En attendant que ces 2 nouvelles Formule 1 soient prêtes, Matra propose à Ken Tyrrell et Jackie Stewart une monoplace transitoire, la MS9. C'est avec curiosité qu'ils débarquent un beau matin dans les locaux sommaires et provisoires de Vélizy, baptisés Stalag par certains esprits malicieux. L'Écossais Jackie Stewart est arrivé dimanche à Paris. Ce matin, il a été accueilli à Vélizy, au département compétition, chez Matra, par Henri Pescarolo. Le but de son voyage, un premier contact, avant les essais, de la nouvelle monoplace de Formule 1 Matra, qui sera équipée d'un moteur Ford. Stewart, on le sait, au terme d'accords passés avec Matra et Elf, a choisi un constructeur français pour le prochain championnat du monde des conducteurs. Matra sera d'ailleurs représenté d'une part par Stewart sur Matra Ford, d'autre part par Beltoise, Pescarolo ou Servoz-Gavin, qui utiliseront, eux, le nouveau moteur Matra V12, dont les premiers tours au banc d'essai sont annoncés pour les prochains jours. Premier commentaire de Stewart à Pescarolo, la Matra, c'est une voiture qui me plaît beaucoup. Ken Tyrrell, son directeur, après avoir rôdé autour de la voiture et l'avoir auscultée, avait le même avis. L'avis de Ken Tyrrell, c'est une référence de plus pour la voiture. Pour Stewart, qui était l'année dernière premier pilote chez BRM et qui n'a eu guère de chance, la Matra Ford, puissante et légère, sera peut-être la monoplace qui lui permettra, l'année prochaine, d'avoir de sérieuses chances, enfin, dans le championnat du monde des conducteurs, qui sera certainement très disputé. Même s'il ne s'agit que d'une Formule 2 motorisée par le V8 Ford Cosworth, Tyrrell et Stewart sont enthousiastes. Ken Tyrrell décide alors d'effectuer des essais sur le circuit sud-africain de Kyalami.
Bernard Boyer, réticent à l'engagement de cette monoplace en compétition, la laisse sortir volontairement des ateliers peinte en kaki. À qui à l'ami, c'est l'été. Et Jackie Stewart, en bon professionnel, poursuit inlassablement des essais pour dégrossir les réglages et déterminer les bons choix des pneumatiques fournis par Dunlop. Finalement engagée au premier Grand Prix de la saison 68, la MS9 va se qualifier en première ligne, partir en tête avant de casser son moteur. Des débuts chauds et prometteurs. Pendant ce temps, à Paris, à la veille des nuits agitées de mai, toute l'équipe Matra pose pour la postérité devant le fruit de leurs efforts et de leurs rêves. Une monoplace et un sport prototype 100% français. Ils sont tous là, de Jean-Luc Lagardère au pilote, en passant par les ingénieurs, calculateurs, dessinateurs projeteurs, chaudronniers, ajusteurs, magasiniers, mécaniciens, motoristes. Tous ces hommes dont l'insigne de la passion est la course automobile. Et enfin, c'est le grand jour, avec la première sortie mondiale de la MS11 au Grand Prix de Monaco. La belle monoplace bleue et son superbe V12 sont l'objet de toutes les attentions de la part des mécanos et des motoristes, mais aussi de la presse, des photographes et de la télévision. C'est Jean-Pierre Beltoise qui va la piloter. Donc là, je savais que toute la France nous regardait. Le moteur V12, qui était vraiment l'héritage exceptionnel, Ferrari, enfin je veux dire, le moteur noble par excellence. Matra, et c'est moi, le petit Jean-Pierre, ancien livreur de la boucherie beltoise, qui, non, je m'en glorifiais pas, ça c'est pas ça, mais je veux dire que j'étais aux anges, quoi. J'avais tout d'un coup, c'était bien au-delà de mes rêves, de mes rêves les plus extraordinaires. J'étais porté complètement dessus. C'est-à-dire la voiture française V12, c'est moi qui la conduisais, mais c'était incroyable. Ce sont également les débuts de la toute nouvelle MS10 équipée du Ford Cosworth, et aussi les débuts en Formule 1 d'un pilote attachant et atypique, Johnny Servoz-Gavin. Jackie Stewart, souffrant d'une fracture au poignet, est en effet indisponible. Il y a eu une chose, comme la fin de saison 67, j'aurais été quand même très très fêtard. Je crois que c'était un peu plus la fête que la course. Alors Lagardère m'avait mis un peu au purgatoire. Alors je faisais que des courses pour proto très, très sympas, des trucs bon, où il était facile de gagner, mais enfin très sympa. Mais Tyrrell quand même, bon, quand Stewart s'est cassé le poignet, il est venu me chercher en disant bon, c'est toi qui vas conduire la F1. J'étais très étonné parce qu'il y a quand même d'autres gens qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi pour le faire. Mais bon, il m'a fait confiance. Et je me souviendrai, juste avant le départ de la course, j'avais fait le deuxième temps d'essai, donc sur la première ligne, c'était pas mal quand même pour une première fois. Mais j'avais jamais pris de départ à F1. Alors on essayait dans une rue derrière et tout, prendre les départs. Puis bon, ça a été... Alors, la preuve, c'est que je suis parti en tête et j'étais en tête, donc c'était pas mal. Pour la première fois de son histoire, une Matra va être en tête d'un Grand Prix de Formule 1 pendant 3 tours, avant d'être éliminée sur une touchette. Quant à la MS11, après avoir bien figuré à la 6e place, elle s'arrête définitivement au 12e tour. Les deux monoplaces bleues vont se confronter au gratin mondial de la Formule 1, avec Brabham, Honda, BRM, Ferrari, McLaren, Cooper Maserati, Eagle Westlake et la fameuse Lotus Ford 49.
C'est l'âge d'or de la Formule 1, avec ses pilotes emblématiques, ces chevaliers des temps modernes qui couraient au péril de leur vie. Jim Clark et Joe Schlesser ajoutèrent leur nom en 1968 à la grande liste des disparus du sport automobile. Et c'est parti pour une saison riche en rebondissements. Au Grand Prix de Belgique, Stewart, en tête avec 40 secondes d'avance, se classe 4e après avoir eu des problèmes de carburation. À Zandvoort, au Grand Prix de Hollande, disputé sous des trompes d'eau, Beltoise choisit des pneus pluie expérimentaux fabriqués par Dunlop. Parti en fond de grille, auteur d'une fantastique remontée et de 2 têtes à queue qui le forcèrent à rentrer au stand, Beltoise et la MS11 se classent en 2e position derrière un Stewart éblouissant. C'est le premier doublé Matra. Doublé historique, car la dernière victoire d'une voiture bleue dans le championnat du monde remonte à 1951, année où Rosier a fait triompher sa Talbot sur le même circuit. Au Nürburgring, c'est pluie et brouillard avec une visibilité réduite à 50 mètres. Dans ces conditions dantesques, Stewart va remporter une course d'anthologie avec plus de 4 minutes d'avance sur la Lotus de Graham Hill, son rival direct au championnat du monde. À Monza, Johnny Servoz-Gavin dépasse la Ferrari de Jackie Hicks sur la ligne pour prendre la 2e place et Beltoise se classe 5e. Au Grand Prix du Mexique, le titre se joue entre Stewart et Graham Hill. Malheureusement, Stewart est retardé par des problèmes mécaniques et terminera finalement second au championnat du monde des conducteurs. Indiscutablement, le bilan de la saison 1968 est très positif pour Matra, qui n'a manqué que de peu le titre mondial, malgré la blessure qui a empêché Stewart de participer à 2 Grands Prix. Pour 1969, Jean-Luc Lagardère annonce qu'il donnera la priorité aux 24 heures du Mans, où il engage 4 voitures toutes équipées du V12. En revanche, la Formule 1 100% française est mise en sommeil pendant 1 an. C'est donc la MS80 qui va porter tous les espoirs pour la saison 1969. Elle sera pilotée par Jackie Stewart et Jean-Pierre Beltoise. Et c'est l'équipe Matra internationale de Ken Tyrrell qui la fera courir. Bruno Morin devient l'adjoint de Tyrrell, chargé plus spécialement des essais. Mon rôle, comme disait Ken Tyrrell, c'était technical liaison between Tyrrell Team et Matra, et l'usine Matra. Alors, en fait, Ken Tyrrell, c'était donc un très bon organisateur d'équipe de course. C'était le champion du monde de la logistique. Tout était très bien prévu. Il avait mais c'est certain qu'au point de vue châssis, tenue de route, etc., c'était pas son truc. Et il restait dans l'empirisme anglo-saxon, trial and error, comme ils disent, complet. Et il sentait bien que c'était quand même un peu limite pour son écurie. Alors il demandait à ce qu'on le soutienne dans ce domaine. Matra est décidé à remporter le titre en 1969. On sait en effet que les réservoirs structuraux n'avaient plus qu'1 an d'existence devant eux. La Commission sportive internationale ayant décidé qu'à partir de 1970, tous les réservoirs devraient contenir une outre en caoutchouc. La MS80 a donc exactement 1 an pour faire la preuve de sa valeur. Le point le plus caractéristique de la MS80 est la forme de sa coque très renflée au centre. Le but étant de diminuer l'inertie polaire en concentrant le poids du carburant le plus près possible du centre de gravité. La suspension avant abandonne le triangle supérieur en culbuteur au profit d'un système classique de triangle superposé avec éléments de suspension extérieurs à la coque. Non seulement la MS80 va devenir une Formule 1 historique, mais encore elle était réussie du premier coup et ne nécessita que très peu de modifications en cours de saison.
La MS-80 a une petite sœur. La MS-84 a 4 roues motrices. Dotée d'un châssis multitubulaire et d'une transmission compliquée, la MS-84 pèse 595 kg. Elle est lourde et du fait du manque de rigidité du châssis, sa conduite est pesante et difficile. Elle fut néanmoins la seule des 4 roues motrices à marquer un point au championnat grâce à la 6e place de Servoz-Gavin au Grand Prix du Canada. Mais la reine du championnat du monde est la MS-80. La voici dans ses œuvres. Et c'est le sacre de Stewart. Il remporte 7 Grands Prix sur 14. Et dès le Grand Prix d'Italie le 7 septembre 1969, à 3 courses de la fin du championnat, il est sacré champion du monde. Malgré la présence des Lotus 49B de Jochen Rindt et de Graham Hill, Stewart s'est trouvé en tête du peloton pendant 1878 km des 3737 que comportent les Grands Prix du championnat. Année glorieuse pour Matra, avec le titre de champion du monde des constructeurs et des conducteurs. Une 5e place de Beltoise devant Denis Hulme et Graham Hill. Et un 3e trophée d'Europe de Formule 2 avec Johnny Servoz-Gavin. Je pense que mon meilleur souvenir de tous est ma victoire au Grand Prix de Monza en Italie pour m'assurer le titre de champion du monde. Précisément parce que c'était mon tout premier championnat du monde. Réaliser cela devant une foule italienne complètement hystérique, avec la victoire la plus serrée. En fait, je crois qu'à l'époque, c'était la victoire la plus serrée jamais enregistrée dans une course de Formule 1. C'était vraiment le summum. Mais la chose la plus merveilleuse, c'était probablement de conduire cette voiture en toute confiance et de savoir que vous étiez probablement assis dans une des voitures mises au point par les meilleurs ingénieurs du monde. La MS-80 restera dans l'histoire une des meilleures Formule 1 des années 70. Et sa suprématie est en grande partie due à l'excellence de son châssis. La beauté et l'élégance de cette coque est digne d'une sculpture contemporaine. Bernard Boyer, son concepteur inspiré, nous livre les secrets de fabrication du châssis Matra. Au moment où on construisait les voitures de course Matra, la base de la construction des châssis était des feuilles d'aluminium. Si on introduit des efforts dans une feuille d'aluminium, dans le sens de la plus faible épaisseur, on s'aperçoit que la feuille est souple, on n'a pas de rigidité. Si on introduit des efforts dans le sens de la plus grande longueur, on pourrait être rigide, mais on risque le flambage. Pour remédier à ce problème, on constitue des plis qui raidissent la tôle et qui lui permettent de devenir satisfaisante en compression tout en évitant le flambage. Mais on s'aperçoit que dans le sens de la torsion, il y a encore une souplesse parasite. À ce moment-là, on constitue une boîte qui est formée de panneaux dans lesquels la tôle va travailler dans le sens le plus favorable. Et on obtient une boîte extrêmement rigide. C'est la base de la construction des Matra. C'est comme ça qu'on obtenait la rigidité des coques. Si cette boîte était construite aux dimensions d'une coque de voiture Matra, elle serait très grande, elle manquerait de rigidité.
Au niveau de la construction de la coque, pour obtenir cette rigidité que nous souhaitons, on constitue des cloisonnements intérieurs par des cloisons dont on peut deviner l'existence par les lignes de rivets d'assemblage. On obtient ainsi l'équivalent de plusieurs boîtes qui sont l'une derrière l'autre et la très grande rigidité qu'on souhaite. La coque ainsi constituée remplit 3 fonctions. Celle de châssis, celle de réservoir d'essence et celle de carrosserie. Nous sommes en présence de 2 coques de Formule 1. Ici, la MS11, qui constitue la voiture de 1968. C'est la première voiture qui recevait un moteur Matra V12, donc la première Formule 1 à moteur V12 Matra. Cette coque est dans la descendance directe des Formules 3 et des Formules 2. À savoir que la coque va jusqu'à l'extrémité arrière, et la coque qui contient l'essence jusqu'à l'extrémité arrière porte le train arrière, les suspensions arrière et le moteur. Il faut reconnaître que l'accessibilité pouvait être améliorée ainsi que le refroidissement. Ici, la MS80, la voiture qui a été utilisée en 1969, était porteuse du train arrière par l'intermédiaire du moteur. Cette voiture améliorait l'accessibilité à la mécanique ainsi que le refroidissement. D'un autre côté, la coque était plus haute et plus large, ce qui offrait une meilleure rigidité. Cette voiture est vraiment l'aboutissement de la génération des coques qui contenaient l'essence. C'est celle qui a été championne du monde en 1969. À la fin de la saison 1969, Matra signe un accord commercial avec Simca qui allait déboucher sur la commercialisation de la Bagheera. Et il est impensable que Matra dispute le championnat du monde avec un moteur Ford. Jean-Luc Lagardère lance alors la fabrication d'une toute nouvelle Formule 1 française, la MS 120, équipée d'un nouveau moteur MS12 dont les passages d'admission sont désormais dans le centre du fait. Pour tenter de conserver les services de Jackie Stewart, un test est organisé sur le circuit d'Albi pour tenter de le convaincre de conduire la future MS 120 motorisée par le V12 Matra. Il était très doux, il avait un bruit extraordinaire, un des bruits de moteur de course les plus merveilleux certainement. Seulement, je ne pensais pas qu'il pourrait faire concurrence à un moteur Ford. Et à l'époque, mon boulot, c'était de gagner des courses. Et il fallait que je choisisse le meilleur moteur, le meilleur châssis et bien sûr la meilleure équipe. Et je ne pensais pas que j'aurais cette combinaison complète avec Matra. Je sentais que le moteur Ford serait le plus sûr. C'est donc la fin de la fructueuse collaboration avec Tyrrell et Stewart, et ce sont Beltoise et Pescarolo qui sont choisis pour piloter la MS 120. Pour être conforme au nouveau règlement, Matra abandonne la technique des réservoirs structuraux au profit de la présence d'une outre en caoutchouc. La coque, très originale, avec des flancs en biseau, manque de rigidité, et la MS 120 ne se révèle pas à la hauteur de la MS 80. Malgré quelques coups d'éclat, Beltoise et Pescarolo ne peuvent faire mieux que 3e lors de cette saison 1970. Les MS 120 sont hélas à la peine. Or, comparé à un Cosworth, le V12 Matra avait le défaut d'un V12, c'est-à-dire qu'il manquait de couple, et il n'était pas plus puissant. Donc il était beaucoup moins compétitif qu'un Cosworth. Et en plus de ça, ce qu'on avait rattrapé dans les autres formules sur le plan de la tenue de route n'existait plus avec la MS 120 parce qu'elle n'était pas du tout en avance sur les autres. C'était une voiture qui était certainement pas assez rigide, qui était certainement pas entretenue par une équipe assez compétitive. Donc on avait une tenue de route pas meilleure, peut-être même un peu moins bien, et un moteur de toute façon beaucoup moins bien. Donc on pouvait difficilement être compétitif. Pour la saison 1971, Jean-Luc Lagardère remplace Pescarolo par un pilote plus expérimenté, le néo-zélandais Chris Amon, transfuge de Ferrari. L'équipe désormais ne s'appelle plus Matra Elf, mais Matra Simca Shell. Les flancs en ciseaux sont supprimés et la voiture allégée.
Mais la saison 1971 ne porte pas ses fruits, et excepté la victoire de Chris Amon au Grand Prix de Buenos Aires, qui ne compte pas pour le championnat du monde, la MS 120B se classe une fois 3e avec Amon et une fois 6e avec Beltoise. Le châssis de la 120 aborde sa 3e saison sous la dénomination C, avec fort peu de modifications, car la majeure partie du budget est consacrée au moteur. En effet, Simca et Shell ne sont pas convaincus de la valeur de la Formule 1 comme instrument de promotion, et la majorité des efforts sont consacrés aux 24 heures du Mans. Matra décide donc de n'engager qu'une seule Formule 1 pour Chris Amon. En cours de saison 1972, apparaît une toute nouvelle voiture, la MS 120D, reprenant les formes et les recettes de la MS 80. Plus petite, plus légère, plus rigide, la MS 120D débute en fanfare au Grand Prix de France sur le circuit de Charade. Amon fait le meilleur temps aux essais et mène la course pendant 20 tours lorsqu'une crevaison le contraint à stopper brièvement au stand. Après une fantastique remontée, il termine à une méritoire 3e place. Les espoirs nés lors de cette course ne seront malheureusement pas confirmés par la suite. Malchance et coup du sort vont condamner la 120 au champ du cygne avec une 15e place pour le dernier Grand Prix de la saison aux États-Unis. Fin 1972, Matra abandonne la Formule 1 au profit des courses d'endurance. Après 5 années de présence au plus haut niveau, Matra se retire avec 12 victoires et un titre de champion du monde des constructeurs et des conducteurs. What I would say about Ce que je voudrais dire, c'est que Matra est probablement l'une des rares sociétés au monde qui pourrait revenir en Formule 1 et remporter très rapidement des succès. Very early on their return to Grand Prix racing. Ils ont les compétences, ils ont la capacité de fabriquer à des normes de très haute qualité. Et s'ils retournaient en Formule 1, ils seraient une puissance avec laquelle il faudrait compter. Après 3 victoires consécutives au Mans et 2 titres de champion du monde des marques, Jean-Luc Lagardère, un beau matin du mardi 10 décembre 1974, annonce le retrait de Matra de la compétition. 10 ans d'histoire Matra, dont 5 ans d'histoire Matra-Simca. Un palmarès extraordinaire qu'aucun autre constructeur français n'a jamais pu atteindre. Alors, 10 ans, c'est aussi un compte rond. Nous avons pratiquement atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. Il y a un moment tout de même où on a envie de dire, on se repose, on a terminé. La plus belle victoire étant arrivée, on peut considérer qu'on a rempli sa mission. Georges Martin déploie alors tous ses dons de persuasion pour obtenir le maintien d'une cellule de veille moteur. Si vous voulez, quand Lagardère m'a dit on arrête tout, je lui ai dit on arrête tout définitivement. Il m'a dit oui, absolument, tout définitivement. Alors je lui ai dit mais quand vous dites définitivement, c'est définitivement à jamais ou définitivement pour un certain temps? Il m'a dit mais vous êtes fou quoi. Qu'est-ce que ça veut dire définitivement? Ça veut rien dire. Il m'a dit mais alors je lui ai dit donnez-moi un délai mini de votre définitivement. Il m'a dit 3 ans minimum. J'ai dit écoutez pour 3 ans, si on redémarre dans 3 ans, il n'y a aucun problème de redémarrer les châssis. On retrouvera les mêmes gens qu'on aura recasés à droite à gauche, pas de problème. Je lui ai dit, dans 3 ans, si on veut redémarrer un moteur, il n'y aura plus personne. Parce que d'une part, les gens, ils ont donné déjà. Ils se sont vraiment défoncés au départ, parce qu'on a démarré de rien. Et j'ai dit, ils ne repartiront pas. Donc, il faut laisser une cellule de veille. Et en 1975, Matra fait discrètement son comeback en Formule 1 en fournissant ses moteurs V12 à l'écurie américaine UOP Shadow. Le moteur MS-73 développe près de 500 chevaux, mais la Shadow Matra, pilotée par Jean-Pierre Jarier, déçoit et l'association tourne court. Mais fin 75, la présentation de la toute nouvelle Formule 1 française, la Ligier Gitane JS5, crée l'événement. Ligier prend donc le relais de Matra en Formule 1, non sans avoir bénéficié de l'arrivée d'une partie des anciens de Matra, avec, entre autres, Gérard Ducarouge, chef d'exploitation, Paul Carillot, dessinateur, et de Lionel Hublet, chef mécanicien.
C'est le moteur MS-73 qui est monté dans le châssis de la Ligier Gitane JS5 pour la saison 1976. Pour la saison 1977, Matra fournit à Ligier sa dernière évolution du V12, le MS-76, dont le centre de gravité est abaissé de 27 mm entre l'axe du Vilebrequin et le fond du Carter. La beauté du moteur se conjugue avec ses hautes performances, et le MS-76 sera le premier moteur Matra à remporter un Grand Prix de Formule 1. L'événement se déroule en Suède, le 19 juin 1977. C'est la victoire tant espérée et tant attendue d'une monoplace 100% française. Le cygne indien est enfin vaincu. En 78 et 79, le V12 Matra fait place au V8 Ford Cosworth. Mais en 1981, la nouvelle Ligier JS17 aux couleurs de Talbot et de Gitane retrouve le V12 Matra dans une ultime version, le MS81. Il consomme moins et il est plus souple que le MS76. Sa puissance est comprise entre 510 et 515 chevaux à 12 500 tours minute. Cette ultime version va remporter les Grands Prix d'Autriche et du Canada et étoffer le palmarès du V12 français. En 1981, les motoristes de Matra mettent au point un superbe V6 turbo à culasse borgne qui développe au banc plus de 800 chevaux. Ce V6 MS82, qui couronne le savoir-faire des motoristes Matra, sera victime de considérations politiques et financières. Malgré les appels du pied de l'écurie Williams, Jean-Luc Lagardère décide de mettre un terme final aux activités de Matra dans la compétition automobile. C'est ainsi que l'aventure prenait fin pour tous ces pilotes, techniciens, ingénieurs, mécaniciens. Pour tout ce groupe d'hommes qui avait rendu à la France sa place dans le sport automobile mondial. Ils pouvaient partir la tête haute et le cœur en fête. Avec Jean-Luc Lagardère, tous ces hommes avaient fait de leur rêve une réalité. Tous ces hommes avaient fait de leur passion une extraordinaire et glorieuse épopée. Et ce qui est important, voyez-vous, dans une épopée comme la nôtre, c'est qu'elle n'est pas morte du tout. Pourquoi Prost, pourquoi, etc. Parce que Matra créait des vocations à l'époque, et avec nous. Pourquoi subitement il y a eu un tel engouement, etc. Parce qu'on existait, parce qu'on était bon international. Et puis l'esprit, pourquoi du Carouge, pourquoi tous les autres ont continué, pourquoi ils ont réussi un peu partout, y compris à l'étranger. Du Carouge, si j'ose dire, presque lancé Sénat. Donc c'était pas mort. L'aventure et le potentiel n'est pas mort du jour où j'ai décidé d'arrêter en tant que Matra.